Je tenais à remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir convié ici à Montréal pour vous donner cette présentation. Alors, je suis Thierry Baldé, donc comme Valérie l'a dit, je suis maintenant au sein du programme Alimentation, Environnement et Santé du CRDI, basé à Ottawa au Canada, et donc responsable pour l'Afrique de tout ce qui est prévention et contrôle des maladies infectieuses, maladies vectorielles transmises par des vecteurs, ou des maladies à transmission directe. Le CRDI, quelques mots sur le CRDI, pour ceux qui ne le savent pas. C'est une institution canadienne créée depuis plus de 40 ans et qui finance de la recherche appliquée au Sud, avec des partenaires et pour les partenaires du Sud. Une vision qui est donc du savoir, de l'innovation et des solutions en vue d'améliorer les conditions de vie, pas de vue, de vie, des populations des pays en développement. Avec 3 objectifs stratégiques qui se déclinent pour la période 2015 à 2020, des changements positifs à vaste échelle, ce qu'on appelle en anglais le scaling up, les leaderships, forger les chefs de file d'aujourd'hui et de demain, et enfin en termes de partenariat, être le partenaire de choix en vue d'un impact accru. Donc pour avoir plus une idée de cette nouvelle stratégie, de cette évolution de la stratégie du CRDI, je vous invite à télécharger cette brochure ou à la consulter ici. Le CRDI, donc je suis moi-même basé à Ottawa, mais il s'appuie sur 4 bureaux régionaux. Un au Caire pour la région moyenne-orientale, un à Delhi pour la région asiatique, un à Nairobi pour la région africaine et un à Montevideo pour l'Amérique latine. Le CRDI en quelques chiffres, ce sont des chiffres qui datent de 2014, qui pourraient être actualisés, mais bon, ça donne une idée de ce que le CRDI fait, sur quoi il s'appuie. Donc 460 employés, de différentes nationalités, c'est à souligner. C'est un plaisir de travailler au CRDI au milieu de cette tour de Babel de compétences et de culture mondiale. Un budget qui vient en grande partie d'une allocation parlementaire, donc du gouvernement du Canada, mais aussi une contribution d'autres bailleurs qui est relativement importante. Dont on soutient à peu près, en 2014, 860 projets qui étaient actifs dans plus de 100 pays, donc sur différents continents, des pays au sud sur différents continents. Mais à noter que certains de ces projets étaient en partenariat avec des équipes de recherche du Canada. Donc une forme de collaboration nord-sud, ce qui est important à souligner, qui se voit également dans le nombre de récipiendaires ici au Canada. Également très important, le renforcement des capacités au sud, plus de 200 bourses de recherche qui étaient allouées en 2014 à l'endroit d'étudiants du Sud. Dans le cadre de la nouvelle programmation du CRDI pour les 5 ans à venir, il y a 3 domaines de programme essentiellement: économie inclusive, technologie et innovation, agriculture et environnement. Alors je vais vous parler un petit peu plus du domaine de programme agriculture et environnement dans lequel je travaille, qui se compose de 3 programmes. Le premier programme, agriculture et sécurité alimentaire, le second programme, changement climatique, et le troisième programme, alimentation, environnement et santé, le programme dans lequel donc je travaille. Alors c'est un nouveau programme qui est issu de la fusion du programme Éco-santé et du programme sur les maladies non transmissibles. Le point commun entre ces 2 anciens programmes et dans le cadre de ce nouveau programme, c'est la prévention des maladies, que ce soit des maladies donc chroniques, non transmissibles, ou bien des maladies infectieuses. Donc la priorité tout de même de ce programme, essentiellement, c'est la prévention des maladies chroniques liées à l'alimentation. Comme vous le savez, le problème hypertension, diabète, des maladies cardiovasculaires liées à l'alimentation est un problème de plus en plus important au nord, mais également au sud. Et donc, à travers ce programme, le CRDI a pour vocation de développer des activités, une nouvelle stratégie qui vise vraiment à soutenir les interventions au sud pour changer les systèmes alimentaires et promouvoir une alimentation saine et durable. C'est relativement original, innovant, beaucoup de monde en parle, mais peu de bailleurs de fonds s'y intéressent vraiment. Aussi, parallèlement à cette prévention des maladies chroniques liées à l'alimentation, tout un pan d'activités
qui va s'appuyer sur des résultats prometteurs de travaux antérieurs, et pour prévenir certaines maladies à grande échelle, notamment le renforcement de la lutte contre le tabagisme au sein des populations vulnérables au sud, et également l'élimination de maladies infectieuses liées à la pauvreté, comme la maladie de Chagas en Amérique centrale ou des infections helminthiques en Asie du Sud-Est et en Chine. Et enfin, la prévention et le contrôle de maladies infectieuses épidémiques comme Ebola et la dengue. Alors sachez qu'en ce qui concerne Ebola, le CRDI, avec d'autres partenaires canadiens, appuie l'essai clinique du vaccin canadien en Guinée, actuellement en cours, pour lequel des résultats prometteurs ont été publiés dans le Lancet au mois de juillet. Je vais vous parler également donc, de la dengue, de ce que le centre a appuyé dans le passé et aussi donc, de ce que nous prévoyons de faire dans le futur. Donc essentiellement au sein de ce programme des thématiques multiples, larges, mais qui restent guidées par les 3 objectifs stratégiques du centre, je vous les rappelle, scaling up, leadership et partenariat. Alors maintenant je vais vous parler de la dengue. Donc la dengue, je pense que beaucoup d'entre vous ont des notions sur la dengue. Il s'agit avant tout d'une arbovirose. Donc arbovirose, c'est un terme scientifique qui veut dire arthropode borne virus, donc un virus transmis par des arthropodes. En l'occurrence, dans le cas de la dengue, ce sont des moustiques du genre Aedes et des moustiques femelles, puisque chez les moustiques, les mâles ne piquent pas. Donc le virus de la dengue, c'est un flavivirus, et donc comme je viens de le dire, qui est transmis biologiquement par la piqûre de femelles d'Aedes infectées. Et ces femelles d'Aedes infectées se sont préalablement gorgées sur un individu virémique. Donc après transmission à un individu sain, incubation, il y a donc développement de la maladie. On va voir ça sur la diapositive suivante, ce qui se passe chez l'homme. Sachez qu'il y a un cycle d'incubation chez le moustique et qu'après ce cycle d'incubation chez le moustique, le virus est présent dans la salive. Et le moustique infecté, une femelle donc, peut transmettre le virus tout le reste de sa vie, avec une longévité moyenne de l'ordre de 3 à 4 semaines pour une femelle d'Aedes dans de bonnes conditions. Alors cette triade classique virus, vecteur, hôte, il faut l'envisager dans une complexité beaucoup plus importante, tenant compte du système agroécologique, du climat, des écosystèmes naturels, des paysages urbains, en l'occurrence pour la dengue, et également des activités humaines, des interventions sur les milieux. Donc il s'agit vraiment d'aborder la compréhension d'une maladie vectorielle, en l'occurrence une maladie vectorielle comme la dengue, à travers les interactions de ces différents systèmes. Et d'où la complexité à la compréhension de l'épidémiologie de cette maladie, des enjeux majeurs en ce qui concerne la recherche, des questions de recherche, pour mieux la comprendre et mieux la prévenir. Chez l'homme, quelques notions rapidement. Alors, il y a 4 sérotypes en ce qui concerne le virus de la dengue, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, qui confèrent une immunité à vie spécifique par rapport au sérotype à l'origine de l'infection. J'ai été moi-même infecté contre le virus de la dengue 2 il y a de ça de nombreuses années, et je peux considérer que je suis maintenant immunisé à vie contre le virus de la dengue 2. Je donne mon exemple particulier pour que vous compreniez mieux la suite. Mais cette immunité ne confère pas une protection croisée, efficace et durable. D'accord ? Donc ça veut dire autant je suis protégé contre le virus de la dengue 2, autant je ne suis pas protégé contre les autres sérotypes. Et bien au contraire, on va le voir un petit peu plus loin. La période d'incubation chez l'homme, elle est de 4 à 10 jours après la piqûre infectante. Donc si vous êtes en vacances en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes, c'est une notion importante à garder lors de votre retour, quand vous allez consulter en cas de tableau évocateur de la dengue. Les symptômes cliniques durent de 2 à 7 jours avec, au cours de cette période, une virémie infectante pour le moustique, donc suffisamment de virus dans le sang circulant pour que le moustique puisse être infecté, en se gorgeant sur un sujet infecté. Donc. La plupart des cas de dengue sont asymptomatiques. On va le voir plus tard. Quand je dis la plupart, c'est de l'ordre de 70 à 80% des cas de dengue sont asymptomatiques, avec probablement aussi une sous-notification. Mais il faut noter donc que 25% des cas d'infection sont cliniques, avec deux tableaux. Le tableau de dengue classique, qui est un syndrome grippal,
c'est essentiellement de la céphalée, des céphalées, de la fièvre. Et puis malheureusement, pour un certain nombre de cas cliniques, une évolution vers un tableau beaucoup plus sévère avec un syndrome hémorragique. Et beaucoup de ces cas sévères cliniques de dengue s'expliquent par une exposition antérieure à un sérotype différent. D'accord? Donc, si, et je reprends mon exemple pour que vous puissiez mieux comprendre, j'ai été donc exposé à la dengue 2, infecté par la dengue 2, je suis immunisé par la dengue 2, mais si je suis infecté par un des 3 autres sérotypes de dengue, j'ai un fort risque de développer un tableau de syndrome hémorragique. Un fort risque. Ça ne veut pas dire que je vais le faire forcément, mais un fort risque. Et puis d'autres facteurs qui rentrent en jeu, des facteurs immunitaires, des facteurs nutritionnels, des facteurs liés au sexe, à l'âge, qui peuvent prédisposer à une évolution vers un syndrome hémorragique. Important, quand vous avez la dengue, de ne jamais prendre d'aspirine, qui n'est pas vraiment conseillé dans ces cas-là, de par ses propriétés ses propriétés coagulantes. En termes d'épidémiologie, alors, il faut que vous sachiez que la dengue, c'est une zoonose, c'est un virus qui originellement circule au sein des primates et transmis par les moustiques, entre primates, donc dans la forêt. Et c'est essentiellement le tableau qui a été décrit en Afrique il y a quelques années, avec de temps en temps, soit des cas sporadiques, des gens qui allaient dans la forêt, des êtres humains qui allaient dans la forêt et qui se faisaient infecter par la dengue, ou bien des micro-épidémies au niveau de certains villages qui étaient dues à la dispersion de moustiques infectés, notamment venant de ce cycle forestier. On a tendance à oublier ce cycle, mais il est important. Sachez donc que la dengue, comme beaucoup d'arboviroses, est une zoonose au départ. Mais actuellement, dans l'Asie, dans le Pacifique et en Amérique latine, le faciès est réellement une dengue épidémique urbaine avec une transmission interhumaine. On n'est plus du tout dans un cycle selvatique, on est dans un cycle urbain de la maladie, avec transmission du virus entre hommes par les moustiques Aedes. Vous allez me dire, comment le virus persiste entre 2 épidémies, ou tout au moins comment il persiste pendant la saison sèche, pendant la saison sèche qui est considérée comme la saison défavorable pour les vecteurs, pour les moustiques, et donc pour la transmission de la dengue. Alors comme beaucoup d'arboviroses, c'est le cas pour la fièvre jaune, c'est le cas pour la fièvre de la vallée du Rift, on a la notion de transmission verticale de la femelle de moustique à ses œufs, de la femelle de moustique infectée par le virus à ses œufs. Et chez les Aedes, on a des œufs, on le verra un petit peu plus loin, qui sont résistants à la dessiccation. Donc des œufs qui peuvent durer dans le milieu, dans l'environnement, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui, suite à une remise en eau, peuvent redonner des larves. Et ces larves seront infectées, et quand, après émergence de la nymphe, les femelles adultes vont émerger, certaines d'entre elles peuvent être infectées par le virus. Donc on a transmission verticale chez la femelle Aedes, et donc la notion de vecteur réservoir. C'est le vecteur qui est réservoir du virus au sein du cycle épidémiologique de la dengue. On peut également avoir de la transmission résiduelle qui localement peut expliquer le fait que le virus perdure entre 2 épidémies. C'est important donc cette notion de dynamique saisonnière de la dengue. C'est seulement pendant la saison des pluies, et notamment en fin de saison des pluies, qu'on va avoir un pic de transmission de la maladie, qui est essentiellement dû donc aux densités, à l'âge et à l'activité des vecteurs. C'est au moment où les vecteurs sont le plus abondants, les femelles de moustiques sont le plus abondants, au moment où elles sont le plus actives, qu'on a un pic de transmission. Donc cette notion saisonnière, elle est très importante. On a classiquement juillet, août, septembre dans l'hémisphère nord, et à l'inverse, janvier, février dans l'hémisphère sud. Ce sont les périodes les plus à risque de transmission de la dengue dans ces régions, dans les régions où la dengue est présente, évidemment. Et puis en termes de transmission interannuelle, la dynamique, elle est liée à d'autres facteurs. Ce n'est pas parce que à chaque saison des pluies, vous allez avoir des moustiques, qu'à chaque saison des pluies, vous allez avoir une épidémie de dengue. Donc il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, des facteurs qui sont liés à la circulation et à l'amplification des sérotypes et des génotypes viraux, et puis des facteurs immunologiques, la proportion de susceptibles au sein de la population humaine. Vous avez tous cette notion d'immunité du troupeau,
en l'occurrence, il faut que, puisque les gens qui ont survécu à l'épidémie précédente de dengue sont immunisés à vie contre ce sérotype, il faut que dans la population humaine, il y ait une proportion importante de gens naïfs vis-à-vis du virus pour qu'une épidémie puisse démarrer et puisse s'amplifier. Donc, vous avez cette notion-là. Donc, classiquement, on estime que tous les 6-7 ans, on peut avoir un risque épidémique de dengue. Classiquement, mais ce n'est pas aussi figé que ça. En termes de distribution, alors, et d'impact sanitaire, hein, la dengue, c'est réellement un problème. Ça concerne quasiment 40% à 50% de la population mondiale qui est à risque. Vous voyez, ce ne sont pas des chiffres anodins. Quasiment la moitié de la population mondiale est à risque de dengue, vivant dans 128 pays en région tropicale. Donc vous voyez un petit peu la distribution de la zone à risque de dengue, et notamment pour les pays en rouge, des pays, on va dire, des régions et des pays hyper endémiques dans lesquels circulent les cas de sérotypes et dans lesquels on a un très fort risque de dengue, d'épidémie de dengue, et notamment d'épidémie de dengue hémorragique. Je vous ai parlé tout à l'heure que la plupart des cas sont asymptomatiques. On a classiquement ce triangle, cet iceberg. Hein, pour la dengue, on ne voit que le sommet de l'iceberg, hein, la plupart des cas étant asymptomatiques. Beaucoup de cas ne sont pas, je l'ai dit, ne sont pas bien déclarés, ne sont pas bien détectés. Et on a classiquement, sur les 390 millions, ce sont des estimations, hein, notamment des chiffres qui sont estimés par l'OMS, sur 390 millions d'infections par an, on a à peu près 96 millions de cas cliniques. Et sur ces 96 millions de cas cliniques, de dengue classique, de syndrome grippal, on a environ 500 000 hospitalisations, donc liées à des dengues sévères avec un tableau hémorragique. Donc 90% d'enfants. Hein, cette dengue sévère avec hospitalisation essentiellement touche les enfants dans ces pays du Sud, et c'est extrêmement important à souligner. Avec une mortalité qui se situe autour de 15 000, donc 2 à 3% des cas sévères. Donc au-delà de l'impact sanitaire, il y a également un impact social, économique qui n'est pas anodin évidemment, hein. Vous pouvez l'imaginer, avec un coût qui est estimé, les années où les épidémies sont relativement limitées, de 500 000 $ par an jusqu'à milliards, ce sont des milliards de dollars par an, en Amérique latine, pour toute l'Amérique latine, avec 2 milliards de dollars par an pour toute l'Amérique latine en période de forte épidémie. Donc vous voyez quand même un impact, sans parler des impacts collatéraux que ça peut avoir aussi sur le tourisme, par exemple, dans les régions touchées par la dengue. La dengue, pour moi qui suis entomologiste, et puis pas seulement pour moi, mais pour d'autres aussi, c'est l'exemple de la maladie virale vectorielle émergente. Le mot d'émergence est beaucoup galvaudé, pas seulement par les scientifiques, mais également dans les médias. Mais pour moi, c'est réellement la maladie vectorielle émergente dans le monde. Pourquoi ? Parce que vous le voyez un petit peu sur ce graphe et dans le texte. Avant 1970, seuls 9 pays avaient connu des épidémies de dengue sévères. Et puis depuis 40 ans, on a une expansion géographique des sérotypes et des vecteurs. Donc on va le voir sur la diapo suivante. Dû à la globalisation, les sérotypes circulent et envahissent de nouveaux territoires. Les génotypes viraux circulent également. Et puis les vecteurs également gagnent de nouveaux territoires, gagnent également de par des conditions humaines favorables. On voit leur population se multiplier, notamment dans certaines villes du Sud. Et donc on a en même temps une augmentation de la fréquence et de la sévérité des épidémies, et puis dans le même temps, émergence de dengue sévère dans le Pacifique et dans l'Amérique latine. Donc avant les années, on va dire 80, la dengue sévère hémorragique était uniquement présente en Asie. Mais depuis les années 80, cette dengue sévère a débordé, et on a des cas de dengue sévère également maintenant dans le Pacifique et en Amérique latine. Alors juste un petit mot sur l'expansion d'Aedes, la recrudescence d'Aedes aegypti en Amérique latine. Je vous ai dit que les vecteurs avaient connu une expansion dans le monde, et notamment pour ce qui concerne l'Amérique latine. Donc dans les années 30, suite à la découverte du DDT et à de gros efforts qui avaient été mis en place, notamment avec l'appui de la Rockefeller Foundation,
de lutte antivectorielle basée sur des aspersions intradomiciliaires de DDT notamment, qui avait une double visée, hein, non seulement de lutter contre Aedes aegypti, vecteur de fièvre jaune et de dengue, mais également contre les anophèles, vecteurs de paludisme. On avait eu une régression très nette des pays infectés par Aedes aegypti, hein, quelques hotspots qui restaient ici. Ensuite, par la suite, suite à différents facteurs qui sont listés ici, Aedes aegypti a regagné quasiment l'ensemble du territoire de l'Amérique latine. Avec dans le même temps non seulement une expansion géographique, comme je l'ai dit, mais là où il est présent, augmentation de ses populations. Donc un risque vectoriel beaucoup plus important. Je vous parle d'Aedes aegypti, il y a un deuxième vecteur présent en Amérique latine, pas seulement en Amérique latine, mais on va le voir ailleurs aussi, c'est Aedes albopictus, c'est le tigre asiatique. Alors je pense que vous avez peut-être entendu parler de ce moustique. C'est très intéressant parce qu'à partir de sa zone d'origine, c'est un tigre asiatique hein, qui porte son nom parce qu'il est originaire d'Asie, puis je pense parce qu'il est très féroce aussi. Il est très nuisant. Et si vous êtes confronté à ce moustique, vous en gardez un souvenir cuisant. Sa zone d'origine est plutôt la zone tempérée, on va dire Corée, Japon, subtropicale asiatique. Et à partir de cette zone d'origine, il s'est étendu dans le monde entier. Alors vous voyez un petit peu en Europe, en Albanie en 1979, puis après dans différents pays. Hein. Actuellement, il est présent en France, en Espagne, en Italie, un petit peu partout dans le sud de l'Europe. Sur le continent sud-américain, Brésil 1985, aux États-Unis, à Memphis en 1985. Et maintenant, alors, ce sont des cartes politiques, hein, il faut faire attention avec les cartes politiques, parce que Aedes albopictus, sa limite de répartition est au sud des Grands Lacs. Hein, vous ne pensez pas qu'il est déjà à la frontière du Canada. Mais donc voilà, il est présent dans la majeure partie de l'Est américain. Alors c'est intéressant, comment il s'est répandu dans le monde entier? C'est essentiellement à partir du commerce des pneus réchappés. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce commerce qui est assez incroyable. Donc le Japon notamment exporte ses pneus dans le monde entier. Et comme je vous avais dit, les œufs d'Aedes et aussi donc d'Aedes aegypti et d'Aedes albopictus, la plupart des Aedes, sont résistants à la dessiccation. Ce sont des gîtes extrêmement favorables pour les Aedes. Ils pondent leurs œufs en attendant que les pneus se remplissent d'eau. Des pneus, quand ils sont abandonnés dans la nature, se remplissent d'eau et constituent des gîtes larvaires excellents. Donc, un stock de pneus avant d'être embarqué vers différents continents. Les moustiques piquent dedans, les œufs sont transportés, les femelles piquent dedans, les œufs sont transportés passivement à travers le monde entier, entre continents par le transport maritime. On a aussi le Lucky Bamboo dernièrement. Vous connaissez ce bambou de la chance là, qui est très fameux hein, pour transporter les œufs d'Aedes entre continents. Et donc à partir de ce commerce mondial, ce moustique a envahi les différents continents et puis ensuite une fois qu'il est arrivé introduit sur un continent, il se répand très rapidement par les transports terrestres, camions. On le voit très bien aux États-Unis. Sa dynamique d'expansion s'est faite à travers les voies ferrées et les autoroutes. Donc tout ça fait qu'on a, je viens de le dire, recrudescence du vecteur Aedes aegypti en Amérique latine, en Amérique latine, hein, depuis 1970, installation d'un second vecteur depuis 1985, introduction de nouveaux sérotypes, génotypes viraux en Amérique latine, notamment à partir de l'Asie, et endémisation des 4 sérotypes depuis 2000. Tout cela fait qu'on a vraiment une émergence des épidémies de dengue en Amérique latine. Voilà, c'est très visible ici, depuis 1980 jusqu'à 2010. Une première épidémie de dengue sévère à Cuba en 1981, on le voit ici. Et puis ensuite, par la suite, donc vraiment recrudescence, non seulement récurrence d'épidémies, mais également de plus en plus de pays touchés. Hein, on le voit bien sur cette carte de 2010. 2010, ça a été un espèce de pic, hein, mais il y en a eu d'autres depuis, où de nombreux pays ont été touchés sur le continent sud-américain. Donc on le voit, si vous devez retenir un seul mot sur l'émergence de la dengue en Amérique du Sud, on a x5, multiplication par 5 de l'incidence des cas entre 80 et 2010. Alors la prévention, on a beaucoup parlé de la dengue, de la maladie. Maintenant la prévention contre la dengue, sachez qu'il n'y a pas de traitement spécifique, il n'y a pas de médicament. Le vaccin, on va en parler un petit peu plus tard. C'est seulement le seul traitement que l'on a, ce sont des soins intensifs
qui malheureusement dans beaucoup de pays du Sud ne sont pas forcément disponibles. Je parle de soins intensifs pour les cas de dengue sévère, de syndrome hémorragique, avec ventilation, etc. Donc c'est très compliqué. Essentiellement, sachez que donc, la prévention et le contrôle de la dengue repose uniquement sur la lutte antivectorielle. Alors pour faire de la lutte antivectorielle, il faut bien connaître son ennemi, le moustique en l'occurrence, la femelle d'Aedes. Donc voilà quelques notions. Hein. La femelle pond ses œufs, on a un cycle de développement larvaire qui dure en général de 4 à 6 jours hein, en fonction de la température. Les mâles et les femelles émergent. Rapidement, il y a fécondation des femelles. Et les femelles, donc, pour assurer la maturation de leurs œufs, piquent, prennent un repas de sang tous les 2 à 3 jours. C'est ce qu'on appelle le cycle gonotrophique. Donc voilà. Et donc, considérant que la longévité d'une femelle est de l'ordre de 3 à 4 semaines, la femelle va pondre en l'occurrence 5 à 6 fois dans sa vie, environ 150 à 200 œufs, des œufs individuels. Donc comme je l'ai dit, quelques notions importantes sur la bioécologie des Aedes, les œufs résistants à la dessiccation. Ces gîtes larvaires, alors là justement puisqu'on parle de lutte, de prévention, de lutte antivectorielle, il faut savoir où se développe le moustique au niveau larvaire et comment se comporte l'adulte. Donc des notions importantes. Les gîtes larvaires sont essentiellement domestiques et péridomestiques. Ce sont des petits récipients d'eau propre, non polluée, qui sont aussi bien artificiels que naturels. Donc en résumé, vous avez une foultitude de petits récipients autour des maisons, essentiellement autour des maisons, proches des maisons ou autour des maisons, ou dans la nature, dans l'environnement, dans le quartier, qui peuvent constituer des gîtes parfaits à Aedes. Donc ça peut aller des pneus, des pots de fleurs, des bambous coupés. Donc vous imaginez en termes de lutte antilarvaire la complexité que ça peut avoir. De pouvoir couvrir l'ensemble de ces gîtes, c'est pas simple. Pour l'adulte, en milieu urbain, il a une dispersion, la femelle a une dispersion active relativement limitée. En caricaturant, elle a le gîte et le couvert sur place, donc elle n'a pas besoin trop de se déplacer. Elle a une activité essentiellement exophile à l'extérieur des habitations, autour des habitations, mais elle ne rentre pas souvent dans les chambres, même si quand elle a faim, elle peut tout de même le faire. Et une activité de piqûre diurne, qui est essentiellement crépusculaire. Donc classiquement, c'est le moustique qui vous pique, la femelle moustique qui vous pique pendant l'apéro, dehors, sur la terrasse. Donc si je puis dire. Et puis la notion de piqûre multiple. Une femelle capable de piquer plusieurs hôtes au même moment, la même nuit. D'accord, c'est important. Une anthropophilie marquée. Bref, c'est une espèce qui est très, aussi bien Aedes aegypti, un petit peu moins Aedes albopictus, mais ce sont des espèces qui sont très inféodées à l'homme. Donc de très bons vecteurs. Alors, en termes de politique de lutte antivectorielle contre les Aedes urbains, vecteurs de dengue, on a essentiellement une base qui est, en termes de prévention, la sensibilisation et l'éducation des populations à éliminer ou à contrôler les gîtes larvaires. Donc éliminer les gîtes larvaires, donc ramasser tous les récipients qu'il y a autour des maisons, les contrôler, par exemple, quand c'est des citernes qui sont remplies d'eau, des jarres qui servent au stockage de l'eau, à utiliser des moustiquaires pour couvrir et empêcher donc que la femelle ait accès à l'eau pour pondre. Vous voyez un petit peu le type de démarche. Ça, c'est en termes de prévention. Donc c'est essentiellement, ça doit s'appuyer forcément sur la sensibilisation, l'éducation des populations et au-delà l'implication des communautés à cette lutte antilarvaire en préventif. En termes de contrôle, jusqu'à présent, on continue bien sûr à sensibiliser les populations, à éliminer les gîtes larvaires, mais en cas d'épidémie, on va essentiellement les alerter pour se protéger contre le risque d'être piqué en utilisant des serpentins, des moustiquaires. Alors moustiquaires aux fenêtres parce que c'est essentiellement un moustique qui pique dehors le jour, donc moustiquaire de lit quand vous dormez, comme contre d'autres moustiques, ça apparaît peut-être moins pertinent dans ce cas-là. L'utilisation de répulsifs, vous les connaissez, DIT, il y en a d'autres qui sont utiles, mais qui ne sont pas simples à utiliser pour les populations du Sud. C'est cher, c'est coûteux, ça doit être appliqué souvent. Et puis en cas d'épidémie, le basique, c'est souvent la pulvérisation d'insecticides adulticides par des équipes spécialisées. Donc vous voyez, le constat, c'est qu'en 2000, la plupart des programmes de lutte antivectorielle contre les Aedes urbains restent des programmes verticaux qui sont basés essentiellement sur des pulvérisations spatiales d'insecticides en cas d'épidémie.
L'efficacité de ces pulvérisations spatiales insecticides, elle est en question. Hein. C'est un débat entre entomologistes, on pourra en parler. Et puis il y a d'autres problèmes, hein. L'impact sur l'environnement et la faune non cible, évidemment, la résistance des moustiques cibles aux insecticides, et puis la non-durabilité de telles méthodes, notamment parce que c'est des programmes verticaux. Hein. La mobilisation et la participation effective des communautés, malheureusement, beaucoup de monde en parle, mais à la fin des années 90-2000, au début des années 2000, elle reste très très peu documentée. L'impact que peut avoir une telle mobilisation sur la prévention des épidémies, du risque de transmission et des épidémies de dengue. Alors c'est pour ça que le CRDI, donc avec d'autres et notamment avec le programme TDR de l'OMS, a mis en place une initiative en Amérique du Sud à travers une approche éco-santé visant à mieux comprendre et à mieux prévenir la maladie vectorielle dans toute sa complexité. Tout d'abord, dans un premier temps, à élaborer, si vous voulez, une analyse de situation, mieux comprendre les déterminants écologiques, biologiques, socio-économiques favorisant le risque de transmission de la dengue dans différents environnements urbains en Amérique du Sud, en Amérique latine. Et puis, suite à cette, on va dire, à cette situation, à cette analyse de situation, définir avec les communautés et pour les communautés, en collaboration avec d'autres parties prenantes, évidemment, les décideurs, les gouvernements locaux, des stratégies préventives efficaces et durables contre les gîtes larvaires, les plus productifs. Alors voilà, dans les différents pays, avec les communautés, ça c'est la phase 2, l'intervention communautaire, sachez que l'objectif était vraiment de mettre en place des interventions communautaires pensées par les communautés, appropriées et adaptées aux différents environnements. Et que ces interventions communautaires, c'est important à souligner, elles ont été évaluées selon des méthodes éprouvées. Le gold standard qui est le Randomized Control Trial, okay, pour aboutir à des données probantes. Hein. C'est important d'aboutir à des données scientifiques, des évidences scientifiques probantes qui puissent être utiles en termes de recommandations. Alors les principaux résultats, vous les avez listés ici. Je crois qu'il faut retenir surtout, que la mise en évidence de la faisabilité du coût et efficacité de ces interventions pilotes, et puis également en termes de changement d'échelle, actuellement, suite à ce projet, à cette initiative, on a eu vraiment un relais effectif par les autorités au Brésil. Les autorités au Brésil, notamment dans 2 villes brésiliennes, sont en train de réaliser le même type d'approche à l'échelle de ces 2 villes, donc d'approche éco-santé basée sur l'implication des communautés pour la lutte antivectorielle. Alors limite de cette initiative, limite de cette approche, notamment c'est qu'on a eu un impact sur les indicateurs entomologiques, une réduction de la densité des vecteurs, mais on n'a aucune idée de ce que peut avoir une telle approche communautaire sur les indicateurs sérologiques et cliniques, sur la dengue maladie. C'est quand même un peu la finalité de ces interventions. Également, la nécessité d'approfondir les analyses de coût-efficacité, en particulier pour définir les meilleures méthodes, les méthodes les plus appropriées en vue du changement d'échelle. Et enfin, une question qui est quand même importante, qu'on est en droit de se poser, c'est l'opérationnalité, la durabilité de ces interventions communautaires en dehors d'un programme de recherche. Je m'explique, un programme de recherche arrive, il y a des financements, il est très organisé, il y a un grand travail qui est fait auprès des communautés, mais quid de l'opérationnalité de cette approche communautaire une fois que le programme de recherche s'arrête? C'est extrêmement important, et notamment que cette approche doit être réalisée sur le long terme. Il ne s'agit pas d'éliminer ou d'éradiquer ces moustiques. On est vraiment dans une situation, malheureusement, en l'état actuel, on n'a pas les outils pour ça, et donc il s'agit d'envisager ces opérations sur le long terme. Autre résultat, alors toujours ça fait plaisir, bien sûr, pour un projet de recherche, dissémination, renforcement des capacités, c'est extrêmement important, réseautage et partenariat, et puis développement donc de l'approche éco-santé appliquée à d'autres maladies vectorielles, la maladie de Chagas, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc la même initiative a été réalisée dans 3 pays d'Amérique latine et on est en train de mettre en place, le CRDI, un programme d'élimination avec d'autres partenaires de la maladie de Chagas en Amérique centrale basé sur ces résultats. C'est quand même important aussi de souligner qu'en termes d'impact, au niveau du programme TDR de l'OMS a été créée une unité vecteur environnement-société.
bon, ça serait un peu présomptueux de dire que c'est grâce au Canada que cette nouvelle unité a été mise en place, mais tout au moins des réflexions qui sont maintenant partagées en termes de l'utilité d'une approche éco-santé, qui sont partagées par d'autres, et notamment au niveau de l'OMS. C'est quand même intéressant à souligner. Nouvelle contribution également, c'est important ici de voir que récemment, très récemment, on a le premier exemple publié d'impact de ces approches communautaires appliquées à la lutte antivectorielle, non seulement en termes de réduction des indicateurs entomologiques, mais également sérologiques et cliniques. C'est la première phase 3, suivant un design approprié qui a été réalisé et qui montre donc un impact de ces approches communautaires, lutte antivectorielle, sur la dengue maladie. Intéressant aussi, hein, ces approches communautaires maintenant se déclinent aux États-Unis contre Aedes albopictus. Pourtant, vous savez, ils avaient plutôt une approche basique qui était basée sur l'utilisation des insecticides. Et c'est quand même intéressant de voir qu'ils s'y intéressent de plus en plus. Et alors, je vous recommande, si vous devez lire un seul papier par rapport à l'implication des communautés dans la lutte antivectorielle, ce papier qui a été fait par des Canadiens de l'Université de Toronto et qui est pour moi vraiment des recommandations utiles en termes de bonnes pratiques, y compris la dimension éthique vis-à-vis de ces approches communautaires. Alors malheureusement, et là je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, la dengue c'est une maladie, il reste une minute, merci. La dengue c'est une maladie vraiment dynamique, donc vous voyez l'actualité n'est pas figée. On a découvert un nouveau sérotype, le sérotype 5 en Malaisie. Alors là vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si ce sérotype suit le même parcours que les autres, il peut devenir anthropique, passer à un cycle urbain lui aussi, s'étendre à d'autres continents. Quels seraient les effets des candidats vaccins qui ont été jusque-là développés sur les 4 sérotypes, mais pas en tenant compte de celui-ci? L'expansion des vecteurs se poursuit. Aedes albopictus continue à s'étendre, hein. On l'a vu tout à l'heure en Europe. Actuellement en Afrique, on l'a trouvé aussi en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc il continue à s'étendre et on peut penser aussi à l'impact des changements climatiques sur ce risque d'extension de ce moustique, au-delà bien sûr de tout ce qui est fait par l'homme pour faciliter son expansion. Sachez que on pourra en parler en Afrique. En 2014, il y a eu une grosse épidémie de dengue sur la côte est africaine. Il y a également une recrudescence de micro-foyers de dengue en zone tempérée, transmise par Aedes albopictus, hein, pas par Aedes aegypti, en Croatie, en France, au Japon, à Tokyo, hein, dans le parc central de Tokyo, en 2014, on a eu une épidémie de dengue, avec donc des cas autochtones, des gens qui n'avaient jamais voyagé, hein, on s'entend bien là-dessus. Et puis vraiment, l'actualité mouvante, émergence du virus chikungunya, qui est transmis par les mêmes vecteurs, Aedes aegypti, Aedes albopictus, qui s'est étendu, qui est rentré sur l'île de Saint-Martin en 2013 et qui est maintenant présent dans tous les pays d'Amérique latine, avec, regardez, c'est pas anodin quand même, plus d'1 million de cas suspects et 200 morts à suivre, parce qu'en 2015 ça continue, hein, on en parlait tout à l'heure en Colombie, mais pas seulement en Colombie. Et puis récemment, un autre virus, qui après avoir frappé dans le Pacifique en 2013-2014, est arrivé au Brésil, c'est le virus Zika, qui est également transmis par les Aedes, par ces mêmes Aedes, avec un tableau clinique évocateur de la dengue, même s'il n'y a pas de problème hémorragique avec ce virus, mais plus de problèmes neurologiques, chez certains cas, qui ont été décrits notamment à Tahiti. Donc la nécessité, et il a été découvert au Brésil récemment, il vient de s'étendre en Colombie, et je peux vous dire qu'il va continuer à s'étendre dans toute l'Amérique latine, comme l'a fait le chikungunya avant lui. Donc la nécessité de diagnostic différentiel entre ces différents virus, c'est extrêmement important, puisque maintenant on se retrouve sur le continent sud-américain avec 3 virus transmis par les Aedes. Les nouveaux outils de lutte antivectorielle, hein, je vais aller rapidement, mais les lethal ovitraps, l'utilisation des mâles stériles, l'utilisation des moustiques génétiquement modifiés, l'utilisation de candidats à vaccins. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails de ces moustiques génétiquement modifiés. Ils ont une certaine efficacité, ils viennent d'être approuvés au Brésil par la commission brésilienne pour être utilisés à grande échelle. Alors différents challenges, ont des challenges éthiques de perception par le public de l'utilisation de ces moustiques. Il y a de gros débats actuellement en Floride pour l'utilisation d'Aedes aegypti génétiquement modifiés. Je peux vous dire que ça ne se passe pas forcément bien.
Et puis les vaccins, le candidat vaccin, donc notamment celui de Sanofi Pasteur, qui a montré à travers de très grandes phases 3 qui viennent d'être réalisées, hein, c'est tout récent, Lancet 2014, New England Journal of Medicine 2015, ils viennent d'être réalisés sur 35 000 enfants en Asie et en Amérique latine, avec une efficacité globale de 60% contre la dengue sévère. Alors ce n'est pas un vaccin parfait, mais il a le mérite d'exister, il a ouvert la voie, et je pense dans le proche futur à de nouveaux vaccins, à l'amélioration de ce candidat vaccin qui pose encore beaucoup de questions, d'autres candidats vaccins. Notez que pour la lutte antivectorielle reste complètement pertinente, reste complètement dans le top des agendas de la lutte contre ces maladies transmises par les Aedes, non seulement la dengue mais les autres, pour renforcer l'efficacité de la vaccination, parce que les vaccins ne sont pas forcément optimales, comme on vient de le voir, pallier des couvertures vaccinales insuffisantes, prévenir d'autres arboviroses. En l'occurrence, si on a un vaccin contre la dengue, il faudra bien continuer à faire de la lutte antivectorielle, puisque ces moustiques transmettent d'autres virus qui ne sont pas visés par ce vaccin, et puis lutter contre la nuisance. Voilà, je voulais juste finir par dire que pour moi, le futur proche, c'est d'évaluer, si vous voulez, l'intégration des stratégies intégrées, intégrant les approches communautaires de lutte antivectorielle avec l'utilisation de ces nouveaux outils de lutte, notamment l'utilisation des moustiques génétiquement modifiés. Il y a d'autres outils qui sont disponibles, avec l'utilisation du vaccin. Donc, des stratégies intégrées, c'est extrêmement important de les évaluer sur le terrain et suivant des designs, des approches éprouvées pour avoir des évidences scientifiques une nouvelle fois. Voilà, en guise de conclusion, pour en savoir plus, et je vous remercie de votre attention et excusez-moi d'avoir débordé de mon temps de parole. Merci.